Mais où est donc passée la révolution égyptienne? Répression sans limite, guerre ouverte dans le Sinaï, le temps des idéaux et des rêves de la révolution anti-Moubarak semble bien loin. Comment a-t-on pu en arriver là et où va le pays le plus peuplé du monde arabe? Avec nous pour tenter de comprendre, Laure Guirguiz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre intitulé Égypte, révolution et contre-révolution. C'est publié aux éditions Hermann. Je rappelle que vous êtes également chercheuse, spécialiste de la révolution, un thème précis et de la question des minorités dans le monde arabe. Vous êtes notamment intéressé d'ailleurs à la minorité copte chrétienne en Égypte. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, nous sommes le 25 janvier 2011. Le monde entier découvre ces images surréalistes des millions de personnes avec comme épicentre de la contestation la fameuse place Tahrir, devenue célèbre au Caire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à l'époque qui étaient ces manifestants et que réclamaient-ils? Alors peut-être que pour comprendre qui étaient ces manifestants, il faudrait comprendre comment on en est arrivé au 25 janvier 2011. Ouais. Donc il y a des facteurs qui sont régionaux. L'emballement des mesures néolibérales, la monopolisation du pouvoir et de ressources dans les mains de cartels corrompus. En l'occurrence, en Égypte, les hommes d'affaires proches du pouvoir, proches de Gamal Moubarak, qui allait succéder à Hosni Moubarak, à son père, les violences policières. Et parallèlement à cela, un renouveau de la contestation politique et des mouvements sociaux dans les années 2000, ce qui était un phénomène nouveau. Puisque dans les années 90, la plupart des militants s'étaient plus ou moins reconvertis au militantisme en milieu associatif, dans les ONG. Dans les années 2000, à l'échelle du monde arabe, avec le renouveau des interventions américaines en Irak notamment, ça a stimulé à nouveau un militantisme politique. Et bon, il y a des spécificités nationales, et notamment la succession. Le fait que Hosni Moubarak veuille imposer son fils, ça a remobilisé les militants. Notamment de la société civile et du mouvement du 6 avril qui se sont appuyés, sans tomber dans le cliché, sur les réseaux sociaux. Oui, mais alors en même temps, ce qui est tout de même un facteur, enfin un élément important, c'est que ceux qui manifestent ne sont pas forcément les militants connus. Ouais. Donc dans tous les cas, il va y avoir un facteur déclenchant, donc notamment la mort de Khaled Saïd qui avait été tué par la police. On a le même scénario en Tunisie et en Syrie avec la mort du jeune Hamza. Et ça, c'est ce type d'événement qui va catalyser les émotions et permettre l'unification de toutes ces demandes sectorielles. Puisqu'il y avait énormément de mobilisation depuis 10 ans. Les ouvriers, il y avait eu les plus grandes grèves depuis les années 50. Des mobilisations ouvrières continues pendant 10 ans. Mais ce qui a permis d'unifier toutes ces demandes sectorielles, ça a été véritablement l'unité contre la torture, contre le régime policier. Et le 25 janvier... Alors le 25 janvier, il n'y a pas encore trop de monde dans la rue, c'est surtout le 28 janvier qui commence à y avoir finalement tout le monde. Tout le monde. On a assisté à des mobilisations de toutes les classes sociales, des femmes aussi bien que des hommes, des anciens militants et des nouveaux, et surtout de gens qui n'avaient jamais milité. Les militants eux-mêmes disaient, quand on allait sur la place Tahrir, on ne connaissait personne. Et il y avait ce triptyque, donc dignité, liberté et justice sociale, c'est ce que réclamaient les manifestants, c'est ce que l'on redécouvre aussi dans votre livre. Vient ensuite un deuxième temps, Moubarak est parti, lâché par les militaires, lâché par le Conseil suprême des forces armées égyptiennes. Et là, vous avez une analyse à contre-courant, la transition se met en place et vous dites que la victoire des frères musulmans aux élections législatives à l'élection présidentielle avec Mohamed Morsi, vous dites que c'est une contre-révolution. Expliquez-nous. Alors, peut-être préciser aussi que si Moubarak tombe, et si Ben Ali tombe, c'est qu'il y a quand même eu, ce qui ne s'est pas produit en Syrie, la défection, dont vous venez de le mentionner, la défection d'un acteur influent, donc l'armée. Mais dès la chute de Moubarak, et pendant, je dirais qu'entre la chute de Moubarak le mois de février 2011 jusqu'à novembre 2012, on a une alliance entre les forces contre-révolutionnaires, donc les frères musulmans et les militaires, qui sont les frères musulmans qui sont la seule force politique organisée, qui monopolisent le processus de transition démocratique et qui présentent la transition démocratique comme
la voie de la réalisation des objectifs révolutionnaires contre les mobilisations de rue qui sont taxées de contre-productrices, de contre-révolutionnaires. Et donc la démocratie, c'est la démocratie au service de la contre-révolution, la démocratie contre les aspirations même de ceux qui étaient descendus dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, ils monopolisent le processus de transition électorale. Ils le font passer pour le processus de la poursuite de la révolution, mais en même temps, les règles du jeu qu'ils ont eux-mêmes fixées de cette transition, des procédures électorales, interdisent au courant révolutionnaire d'intégrer les institutions gouvernementales. Donc, contre-révolutionnaires, les frères musulmans... dans quel domaine, par exemple? Sur le domaine des libertés individuelles on peut dire que pourquoi les frères musulmans sont contre-révolutionnaires? Évidemment, on va dire qu'il y a eu beaucoup de jeunes frères musulmans qui ont manifesté et qui ont même été exclus des frères musulmans, mais numériquement, c'était un petit nombre. Et la plus grande partie, et ceux qui comptent dans la confrérie, c'était l'élite, c'est parti de l'élite économique. Depuis l'époque de Sadat, quand ils ont été réintégrés à la vie politique, ils ont été cooptés par Sadat, cooptés en tant qu'élite non seulement politique, mais économique. Donc, quand on parle de Khayrat el-Shater, par exemple, l'homme le plus puissant des frères musulmans, c'est un milliardaire, un homme d'affaires. Et donc, politiquement et économiquement, ils sont intégrés dans les milieux du pouvoir. Donc ultralibéraux, on a bien compris, et qui veulent aussi régner sur un empire économique au même titre que l'armée. Alors, il va y avoir le renversement donc, de Mohamed Morsi, qui avait un tournant majeur, bien entendu. Beaucoup d'intellectuels, comme Alaa El Aswani, écrivain, ou encore tout aussi écrivain Sonallah Ibrahim, pour eux, il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Vous préférez donc parler de contre-révolution, c'est ça ? C'est pas exclusif. Disons que je dirais qu'il y a, pendant 3 ans, il y a une dynamique révolutionnaire, une dynamique contre-révolutionnaire. Et la dynamique contre-révolutionnaire, elle est vraiment menée effectivement par les frères et par l'armée, qui sont alliés malgré eux. Donc les frères sont aussi contre-révolutionnaires parce que socialement, ils n'ont pas de programme de réforme sociale. Et puis parce que socialement, ils ont aussi une vision tout à fait conservatrice, en général, de la femme. Bon, même si les frères musulmans sont aussi très variés. Mais en tout cas, ceux qui comptent, ceux qui pèsent. Alors ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois Morsi arrive au pouvoir, parce qu'il a le soutien, finalement, de l'armée, malgré elle. Et parce qu'il a aussi le soutien des révolutionnaires, qui préfèrent voter pour les frères, et par toute une partie de la population qui veut un président civil. Mais en 5 mois, ils se mettent tout le monde à dos. En 5 mois, ils se mettent tout le monde à dos. Ils n'intègrent pas les autres, ils prennent le pouvoir pour eux seuls. Ils ont une manière sectaire d'exercer le pouvoir, il y a notamment la manière dont ils ont nommé le gouverneur de Luxor aussi. Juste aujourd'hui... Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, à partir du 25 novembre de la déclaration de Morsi, là, on a une relance de la dynamique révolutionnaire contre Morsi. On arrive au moment de la chute de Morsi, et au moment de la chute de Morsi, on peut dire que c'est à la fois l'apogée de la dynamique révolutionnaire, mais comme celle-ci a été investie par tous les courants contre-révolutionnaires, au moment où Morsi tombe, ça se retourne, et c'est l'avènement de la contre-révolution, avec la reprise du... Et donc, il y a véritablement un coup d'État. Il y a une contre-révolution qui investit la dynamique révolutionnaire, finalement, qui la soutient. Et de ce fait, la dynamique révolutionnaire se retourne contre elle-même puisque le pouvoir militaire reprend le pouvoir. Il reprend le pouvoir et réinstaure un régime autoritaire, extrêmement violent, extrêmement répressif. Alors justement, votre analyse est riche d'enseignements. Justement, quel regard portez-vous sur cette répression implacable? C'est-à-dire que sont réprimés et les frères musulmans et toute opposition laïque de gauche. Quel est votre regard sur ce conflit armé naissant dans le Sinaï? Comment l'intégrez-vous à l'aune de tout ce que vous venez de nous dire, cette insurrection djihadiste, entre guillemets? Elle n'est pas entre guillemets. Il y a effectivement une insurrection. Il y a effectivement des djihadistes dans le Sinaï qui ne sont pas du tout... entre guillemets. Mais ce qu'il faut bien tout de même saisir, c'est que le Sinaï, c'est un microclimat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer la situation du Sinaï avec le reste de l'Égypte. Donc en même temps, il y a effectivement une répression féroce à l'intérieur du pays. Mais ce qui se passe dans le Sinaï, c'est différent parce qu'il y a une dynamique. Le Sinaï est intégré dans les dynamiques régionales. L'État a perdu contrôle sur le Sinaï depuis des décennies. C'est une plaque tournante des trafics de tout genre. Et les populations locales ont été extrêmement maltraitées par l'État égyptien.
Et du coup, elles sont tout le temps prêtes à prêter main forte à tous les trafics et à se soulever contre l'État. Et pour ne pas tout déflorer, rappelons que dans votre livre, vous avez une vision plutôt sombre de l'avenir, car il peut y avoir du jour au lendemain à nouveau des millions de personnes dans les rues, et notamment des classes les plus pauvres, les plus populaires, et ça pourrait être encore beaucoup plus violent. C'est bien entendu pas ce que l'on souhaite à l'Égypte. Merci à vous, Laure Guirguis, d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.